moi, j'ai une question qui me concerne et qui me préoccupe. Euh, En parlant avec mon docteur de ça, que manque d'énergie et une fatigue assez extrême, OK? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, elle me dit, puisque je fais partie de cette soirée ici, de vous poser la question aussi, est-ce que des hormones, hein, qu'on n'avait pas le droit de donner apparemment avant, parce qu'il manque assez de hormones, il paraît, OK? Ça a été permis en Europe, là, mais ici au Canada, peut-être ce n'était pas encore le cas. Avez-vous quelque chose à... Oui, bien c'est sûr que les effets secondaires de l'hormonothérapie en général, là, tous les agents, là, j'ai à peu près introduit tous, là, soit les agonistes, la LHRH, la biratérone, les alutamides, les anti-androgènes, les autres, ont malheureusement cet effet de donner de la fatigue en coupant les androgènes et peuvent donner aussi de la faiblesse et ont plusieurs effets secondaires. Maintenant, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. La première chose, c'est de changer un petit peu ses activités. Essayer de rester très actif d'un point de vue physique, malgré la fatigue qu'on ressent. Donc, c'est un peu paradoxal. Le patient se sent moins d'entrain, a plus de fatigue, mais on lui demande de faire plus d'activité. Mais c'est quand même la première chose à faire. C'est essayer des méthodes, je dirais, de changement d'habitude, à faire au moins 3 fois 1 heure d'exercice par semaine. C'est la première chose à faire. Une fois que ça, c'est fait, ensuite de ça, on peut considérer aussi y aller avec de l'hormonothérapie, tout dépendant du stade de la maladie. Et comme là, on ne rentre pas dans les détails, mais on peut arrêter aussi l'hormonothérapie pour une certaine période. On appelle ça l'hormonothérapie intermittente. Donc, on peut donc en donner pour 1 an, ensuite de ça arrêter, laisser la testostérone remonter et en redonner par la suite. Normalement, cette hormonothérapie-là intermittente est donnée à des patients qui n'ont pas de métastase, OK? Qui n'ont pas de métastase. Et donc, ça a été démontré comme étant tout à fait sécuritaire de faire cela. Donc, ça, c'est une autre option. Avoir des périodes, je dirais, un petit peu de grâce où on peut récupérer. Dans la maladie plus avancée, là où on utilise des agents encore plus puissants, on parlait de l'abiraterone acétate et de l'inzalutamide, on peut utiliser, dans la maladie plus avancée, on peut changer de molécule des fois. Il y a des molécules qui sont associées avec plus de fatigue, d'autres moins. Donc, tout dépendant des symptômes, mais aussi de la réponse de la maladie. On peut décider de changer ou pas de molécule. Mais encore là, des fois, il faut changer, il faut discuter avec le patient parce que si vous avez un niveau de fatigue moyen, mais vous avez une excellente réponse de votre cancer, puis il est absolument contrôlé, bien, on peut jouer un petit peu à la roulette russe en changeant d'agent. Et puis, à ce moment-là, on va se retrouver peut-être avec une maladie qui progresse. Donc, il y a tout ça à considérer. Ce n'est pas une réponse simple et ce n'est pas une situation simple parce qu'à la base, une maladie qui progresse, et surtout quand elle commence à être métastatique, elle cause la fatigue aux patients sans le traitement. Et le traitement en rajoute par la suite. Donc là, il faut attaquer cette fatigue-là de différentes manières, de manière à optimiser la qualité de vie des patients, oui. On se fie là-dessus, c'est le PSA. Mm-hmm. Il n'y a rien d'autre à faire au cours des mois et des années. On regarde le PSA. Si le docteur dit, bon, ça va bien, on prend ça comme acquis, mais il n'y a rien d'autre à prévoir, à vérifier. Bien, en fait, vous avez la réponse à votre question. La première chose, c'est qu'on traite un patient. On ne traite pas un PSA. Donc, si on regarde comment le patient va, est-ce qu'il y a de la douleur, est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires de son traitement? Et puis, on regarde en parallèle avec ça la PSA, oui, pour le contrôle de la maladie. Dans les stades de cancer de la prostate sensibles à la castration, donc initialement, la PSA est très fiable. À mesure qu'on progresse à travers les différents stades, les différentes lignes de traitement que j'ai présentées, l'inzalutamide, l'abiraterone, le docetaxel, le radium, on utilise de plus en plus l'imagerie parce qu'il y a des cancers qui sécrètent moins de PSA et des fois, il faut utiliser d'autres modalités pour suivre le cancer. Mais au centre de ça, l'état clinique du patient et sa tolérance au traitement est toujours primordial. Bonsoir. Quelqu'un qui se fait enlever la prostate, et puis un coup que la prostate est enlevée, est-ce que vous vous fiez un petit peu à une analyse que vous faites de la prostate qui est enlevée pour donner un résultat un peu avant la PSA? Est-ce que vous analysez ou est-ce que ça vous donne assez de renseignements pour savoir que ça risque de suivre peut-être des cellules cancéreuses?
Oui, tout à fait. Je dirais ce qu'on appelle la stadification. Donc, savoir où est le cancer, à quel point il est agressif, le score de Gleason dont j'ai parlé. Le plus précis, c'est après la chirurgie. Donc là, on a vraiment tous les éléments pour savoir quelle est la chance que tel patient ou tel autre va récidiver. On sait, étant donné qu'on a enlevé les ganglions dans la plupart du temps, on va savoir s'il y avait des métastases dans les ganglions, on va savoir si le cancer sortait de la prostate, est-ce qu'il en est resté un petit peu à l'extérieur qui n'a pas été resséqué, donc plein de facteurs. Donc ce que vous mentionnez, c'est tout à fait vrai. On est capable de mieux prédire la récidive. Mais derrière ça, la PSA, c'est un peu, je dirais, notre élément déclencheur pour les traitements. Tant que la PSA demeure à 0 après une prostatectomie radicale, on fera pas d'action, on ne prendra pas d'action aucune. Donc, on a une idée, mais ensuite de ça, la PSA reste notre meilleur guide. Et par contre, cette pathologie-là, savoir s'il y en avait dans les ganglions, s'il y en avait à l'extérieur, si le Gleason était très élevé, ça nous guide aussi à savoir quelles sont les probabilités que le cancer soit à l'extérieur de la zone prostatique, si on pense à une radiothérapie, par exemple. Si, par exemple, le patient avait plusieurs ganglions positifs, la PSA est revenue très rapidement, on sait que c'est du Gleason 9, donc un cancer très agressif, les chances que ça réponde sont moins importantes. Donc, c'est tous les éléments qu'on va mettre dans des formules mathématiques là, qu'on appelle des nomogrammes pour guider notre patient et dire « Monsieur, voici vos chances de répondre à la radiothérapie, quel est votre choix? » Et voici les effets secondaires de la radiothérapie de sauvetage. Mais je dirais que dans la majorité des cas, les patients vont quand même vouloir prendre cette chance-là parce qu'on sait qu'ils peuvent être guéris, mais des fois, la chance est très mince. Donc, c'est important d'utiliser ces éléments-là que vous mentionnez pour guider notre patient. Merci. Merci. Comme moi, j'ai subi il y a quelques années une vasectomie. Est-ce qu'il y a une possibilité de cellules cancéreuses dans mes testicules? Non, ça n'a jamais été rapporté. Non? Bien, merci. On vient de recevoir une question quand même complexe. Alors, on parle d'un homme qui a 65 ans, qui vient de recevoir un diagnostic, puis son APS est à 15. Son score de Gleason est à 8,9. Alors, sa question, c'est, la prostatectomie n'a pas été envisagée, mais il voulait en savoir un petit peu plus sur la curithérapie. Il y a eu un traitement d'hormonothérapie, il y a eu une curithérapie, puis là, il débute ses traitements de radiothérapie la semaine prochaine. Alors, il voulait avoir un peu plus d'informations sur la curithérapie, je suppose, probablement au débit. Puis il voulait savoir également s'il était sur une bonne voie de prise en charge. Bien, c'est difficile avec ces informations-là de vraiment donner une réponse claire. Chose certaine, on parle ici d'un cancer de la prostate dans les hauts risques, de très hauts risques, par le Gleason qui est 9. Le maximum, c'est 10, mais c'est très rare qu'on va avoir du Gleason 10, un PSA à 15. Donc, c'est important d'avoir une thérapie agressive. Donc, je dirais qu'actuellement, il y a principalement deux manières de traiter agressivement le cancer de la prostate et c'est rarement une thérapie unique qui va le permettre. Donc, on revient toujours au même concept. On peut y aller avec la prostatectomie radicale, mais on sait probablement qu'après la prostatectomie radicale, qu'on a de fortes chances de nécessiter de l'hormonothérapie et de la radiothérapie. Donc ça, de plus en plus aujourd'hui, c'est accepté d'y aller vers une thérapie trimodale et chacune va complémenter l'autre. Donc la prostatectomie radicale va enlever le cancer, va enlever les ganglions, va stadifier le cancer, mais il risque de rester des petites cellules. On va y aller avec de la radiothérapie et comme je vous l'ai montré, les nouvelles études parues en 2017 montrent qu'ajouter de l'hormonothérapie pendant la radiothérapie augmente encore l'efficacité. Donc, je dirais que ça, c'est le traitement le plus agressif. Maintenant, on peut y aller aussi avec une hormonothérapie et de la curithérapie, de la radiothérapie externe. C'est une autre option aussi qui peut être envisagée, qui est reconnue. Donc, à partir de là, ça devient un petit peu une question aussi du choix du patient, qu'est-ce qu'il préfère, et aussi des effets secondaires de chacune des thérapies. Mais chose certaine, c'est un cancer qu'il faut prendre au sérieux et vraiment utiliser toutes les cordes à notre arc pour le contrôler. Merci. Actuellement, il y a des compagnies de pharmaceutiques qui veulent vendre des produits, toujours des produits de prévention. Est-ce que
concernant le cancer de la prostate, est-ce qu'il y a des recherches qui se font actuellement pour un médicament qui pourrait prévenir ou bien ralentir considérablement le cancer de la prostate? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des recherches qui se font pour prévenir le plus possible ce cancer-là? Oui. Bien, il y a plusieurs études qui sont intéressées à ça. Dans les années 2000, il y avait beaucoup d'emphase mise sur la prévention du cancer de la prostate. Il y a des études qui ont été faites au niveau de la prévention par l'alimentation. Une étude qui s'appelle SELECT, là, ça n'a pas d'importance, où on regardait des suppléments vitaminiques, du sélénium, de l'eucopène et tout ça. Et on a fait une vraie étude là, prospective, très, très sérieuse, avec des doses connues, pas juste des éléments naturels où on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y en est. Puis cette étude-là s'est avérée négative. OK? On n'a pas montré qu'on était capable de prévenir le cancer de la prostate. Il y a 2 autres études qui ont aussi été faites et qui utilisaient des médicaments. Vous connaissez peut-être le Proscar, qui est le finastéride, puis l'autre, son analogue, qui est le dutastéride. Le Proscar, dans le fond, c'est le même agent là, qui est le Propiesia pour ne pas perdre ses cheveux. Là. Puis ça diminue un petit peu la synthèse d'androgène dans la prostate. Et ils ont donné donc à soit des pilules de sucre, des placebos ou le Proscar ou le dutastéride, puis ils ont regardé s'il y avait moins de diagnostics de cancer de la prostate. Et la réponse était oui, il y avait 23 % moins de cancer de la prostate. Là où par exemple, ces molécules-là n'ont pas percé par la suite, c'est que ça prévenait principalement ces cancers de la prostate-là de bas risque, que finalement, on n'interviendra pas, qu'on ne veut pas diagnostiquer et qu'on ne fait que suivre. Donc, l'étude, finalement, n'a pas... et je dirais la compagnie n'a pas réussi à faire approuver ce médicament-là en prévention. Il y a toutes sortes d'autres études, là, je peux en énumérer. C'est vraiment un champ d'activité qui a été extrêmement prolifique, mais on n'a pas encore arrivé avec notre fameux agent miracle qui nous dit on va prévenir le cancer de la prostate et surtout, ce cancer de la prostate-là qui va causer le décès. Pas ce petit cancer de la prostate-là qui, de toute manière, on n'opérera pas, on ne donnera pas de radiothérapie et qu'on va suivre. Et c'était le problème avec l'Avodart et le Proscar. Oui, j'avais un Gleason 7 et PSA à l'entour de 4. J'ai eu une chirurgie de la prostate. Après la chirurgie, ils font une évaluation de la prostate et mon Gleason a descendu à 6. Donc, en théorie, j'aurais été un sujet à attendre. Oui. Donc, concernant, avec tous les effets secondaires que la chirurgie a apportés, est-ce qu'au moins ma chance de survie est plus grande le fait que j'ai eu une chirurgie avec un Gleason 6 ou d'avoir attendu? Oui. En fait, c'est très rassurant. La surveillance active, ça implique qu'on refait des biopsies annuelles ou aux 3 ans. On suit l'APS, les touchés rectaux. Donc et s'il y a une nouvelle biopsie du Gleason 7, comme vous aviez, on recommande une intervention parce qu'il y a un potentiel de métastase. À l'inverse, c'est l'inverse. On est passé de 7 à 6. Ce qui est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on a enlevé du corps, quelqu'un qui passe de 7 à 6, on a enlevé du cancer qui avait très peu de potentiel d'aller ailleurs. Puis on l'a enlevé, mais on est sûr qu'il n'y en a pas de caché ailleurs du 8 ou du 9 ou d'autres choses parce que ça a été analysé. Ça revient un peu à la question de monsieur. On l'a analysé, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien d'agressif. Donc les chances que vous soyez vraiment guéri sont excellentes. En fait, il y a des études qui ont montré sur 1000 prostatectomies radicales qui avaient du Gleason 6 qu'il n'y a aucun patient qui a développé des métastases ailleurs. Parce que ce type de cancer-là, si on peut l'analyser, là, peut être sûr qu'il y a juste celui-là, qu'il y a très peu de chances que ça aille à l'extérieur. On pense même que du Gleason 6 aujourd'hui, c'est un cancer on se demande si on ne devrait pas renommer justement ce type de cancer-là comme étant un autre nom, puisque ça a très peu de potentiel de causer le décès du patient. Donc, longue réponse pour vous répondre, en fait, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais mon neurologue m'a parlé il m'a montré un tableau qu'il appelait le CAPRA-S. Mm-hmm. Donc, je n'avais pas parlé, je crois. Là, non. Mais est-ce que c'est encore valide quand même? Tout à fait. C'est un des meilleurs outils pour prédire la survie sans récidive après une prostatectomie radicale basée sur l'analyse au microscope du pathologiste. Mais encore là, puis je fais encore une analogie à la question de monsieur ici, c'est
en absence de récidive à l'APS, il y a peu de choses qu'on va faire de différent à ce stade-ci. Donc, souvent, on attend qu'il y ait une récidive d'APS avant de débuter d'autres traitements. Maintenant, j'aurais une dernière petite question. Vous avez parlé tout à l'heure que les cellules cancéreuses prostatiques, ils carburent à testostérone. Que pensez-vous du traitement d'andropause par la prise de testostérone après une chirurgie? OK. En fait, mon opinion est assez claire là-dessus, puis j'espère que je ne serai pas trop polarisé vers un côté. Les gens qui ont besoin de remplacement androgénique, donc quelqu'un qui a une andropause, comme vous le dites, qui est fatigué, qui a une perte musculaire, perte de mémoire, et puis qu'en dosant sa testostérone, on s'aperçoit qu'elle est basse, je ne vois pas de problème à redonner de la testostérone à un patient comme ça qui a eu un cancer traité puis que son APS est à 0. C'est pas pire que n'importe qui a des niveaux de testostérone normal. Donc, on vient pallier à des symptômes d'un patient, puis on le ramène, ce qu'on appelle en termes médicaux, eugonade, donc comme tout le monde, avec de la testostérone. La testostérone, il faut le voir un peu comme étant la nourriture ou l'essence dans une automobile au cancer de la prostate, mais ça ne crée pas le cancer de la prostate. L'essence ne crée pas l'automobile, elle le fait avancer. Donc, justement, en donnant de la testostérone, s'il y a récidive, ce n'est pas la testostérone qui a créé la récidive, mais même au contraire, la testostérone a permis de la diagnostiquer. Parce que sans testostérone, lui, le cancer, il va s'adapter, puis on pense qu'il pourrait devenir même plus agressif. Et lorsqu'il récidive, là, il risque d'être plus virulent parce qu'il a baigné dans un environnement sans testostérone, puis il est devenu comme indépendant, déjà résistant à la castration très tôt. C'est très spéculatif ce que je dis là, mais personnellement, je ne vois aucun problème. Oui, alors on a un homme de 63 ans qui a eu une prostatectomie suivie de 2 ans d'hormonothérapie, suivie de radiothérapie. Il y a eu ses scintigraphies osseuses qui démontrent aucune métastase. Son APS a commencé à regrimper dernièrement. Puis, sa question, c'est comment aborder la situation avec mon neurologue ou mon radio-oncologue? OK. Donc, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui a eu comme traitement primaire une prostatectomie radicale, suivi d'hormonothérapie et de radiothérapie? Exactement, oui. Et là, est-ce qu'il est sous hormonothérapie? Il ne le dit Oui, pas. c'est un facteur important. Hein? On a vu tout à l'heure que ça change complètement les différentes cordes qu'on a à notre arc, hein, entre les résistants à la castration et les sensibles à la castration. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de... Il n'y a pas d'hormonothérapie. Il n'y en a pas présentement. Non, après sa radiothérapie, ça s'est arrêté là. Okay. Il y a eu ses scintigraphies osseuses. Ça semblait beau. Puis là, tranquillement, son taux d'APS augmente. Il est à 0,06. Mais il veut juste savoir comment il aborde ça. OK. Avec... 0,06 est extrêmement bas aussi. Là. Il ne faut vraiment pas commencer à s'inquiéter. On parle ici de la fameuse diapositive que j'ai montrée, qu'on a besoin un petit peu d'une période d'observation sans traitement. Quand l'APS, après les traitements locaux, on parle de radiothérapie plus chirurgie, commence à se réélever. Dans les cancers les moins virulents, on peut parler de jusqu'à 9 années, 9 ans avant l'apparition de métastases. Donc, vraiment là, il n'y a absolument rien qui presse. Il faut justement regarder la dynamique d'élévation de la PSA. Et lorsqu'elle sera à un certain seuil, on parlait justement avec les recommandations de la European Urology que j'ai montré, lorsque la PS est peut-être entre 5 et 10, peut-être imager, voir s'il y a des métastases ou pas. Et à ce moment-là, tout dépendant du résultat, attendre encore ou peut-être débuter une hormonothérapie intermittente. Donc, c'est vraiment, présentement, là, on est vraiment au tout début d'une détection d'APS et peut-être qu'elle va redescendre au prochain dosage aussi. Donc, il faut vraiment, à ce stade-ci, on ne pose aucune action, on observe. Bonjour. En juin 2016, j'ai eu une curithérapie. J'avais un glycine de 7. Mon PSA était à 8,6. Après les mois qui ont suivi, ma PSA a baissé à 2. Et en décembre, j'ai eu une petite surprise. J'étais à 32. Évidemment, mon oncologue a fait faire des tests. Et en avril, on m'a mis sur l'hormonothérapie. Y est-tu trop tard d'y parler de chimiothérapie avec ça? Bien, je veux pas, comme on disait tout à l'heure, on ne veut pas commenter vraiment tous les cas. Mais pour l'hormonothérapie, je ne connais pas encore les indications d'une chimiothérapie pour augmenter la survie, là, le fameux 13 mois dont je parlais. Il faut des métastases. OK? Il faut des métastases osseuses. J'en ai dans les ganglions.
C'est ça. Les ganglions, c'est plus débattu. OK? Écoutez, on va rentrer vraiment dans je dirais la subjectivité de la pratique médicale, mais il y a 2 études qui ont démontré le bénéfice de la chimiothérapie dans le cancer de la prostate sensible à la castration. Il y a une étude qui incluait les patients avec simplement des métastases ganglionnaires après la radiothérapie. Ça ressemble beaucoup à la situation que vous me décrivez. Et il y avait un bénéfice de survie dans ces patients-là aussi. OK, il y avait un bénéfice. Si on prend tous les patients qui avaient des métastases ganglionnaires et osseuses et qu'on leur donnait de la chimio, il y avait un bénéfice de survie. L'étude que j'ai montrée aussi là, avec les courbes, ça, c'est une autre étude et c'était principalement des patients avec des métastases osseuses là, et beaucoup, donc ce qu'on appelle un haut volume de métastases osseuses qui en bénéficiaient par rapport à ceux qui avaient un bas volume. Donc, dans cette autre étude-là, vous seriez moins candidat à en recevoir. Mais ce qu'on recommande normalement, c'est de commencer la chimiothérapie dans les 6 premiers mois. Donc, si quelqu'un est dans la situation où il apprend que la chimiothérapie peut être une option, vous pouvez voir votre oncologue médical à l'intérieur de 6 mois. Et même si ça fait un petit peu plus, vous pourriez toujours discuter avec lui, même si on sort des critères de l'étude, voir si il pense que ce serait bénéfique pour ce patient-là, oui. Deuxième petite question qui va avec ça. Les effets secondaires de l'hormonothérapie, en tout cas dans mon cas, parce que je prends des corticostéroïdes, si on mettait de la chimio avec ça, est-ce qu'on augmente sensiblement les effets secondaires? Mais la chimio, je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'on couvrait très large. D'ailleurs, avec vos questions, je m'aperçois qu'il y a des aspects que j'aurais aimé couvrir, je n'ai pas pu couvrir, donc j'aurais pu facilement parler 2 heures, je pense. Mais il y a la chimiothérapie, c'est 6 cycles de 3 semaines. OK? Puis après, c'est fini. On n'en donne pas, là. C'est pas comme l'hormonothérapie où on en donne. Donc, oui, la chimiothérapie peut donner de la fatigue, peut donner aussi des problèmes sanguins, ce qu'on appelle des neutropénies. Donc, les globules blancs peuvent tomber bas, ça peut donner de l'anémie. Il y a des effets secondaires, mais c'est le prix à payer pour la survie augmentée là, à long terme. Puis, si vous regardez les agents qu'on présentait, la biratérone, l'enzalutamide, le radium, le cabazitaxel, c'est des bénéfices de 2-3 mois pour la cohorte au complet, tout le groupe de patients. Mais là, on parle, avec la chimiothérapie en hormonaux, de 13 mois. Hein. C'est vraiment, là, c'est un bénéfice extraordinaire. C'est très rare qu'on voit ça dans les thérapies systémiques pour le cancer métastatique, tout cancer confondu. Donc, ça vaut peut-être la peine de considérer et d'endurer, je dirais, pour revenir à votre question, les effets secondaires pour 6 cycles si vous êtes candidat. Bonsoir. Bonsoir. Je veux parler de la radiothérapie. On sait que la radiothérapie tue les bonnes et les mauvaises cellules. J'aimerais savoir, docteur, quels sont en général les effets secondaires de la radiothérapie de sauvegarde? OK. Donc, de sauvetage. Hein? Quelqu'un qui a eu une prostatectomie radicale, il y a une récidive biochimique et on donne donc une radiothérapie par la suite. Bon. Exact. Et c'est un peu pourquoi j'ai pas abordé les effets secondaires et tout ça tout à l'heure, mais c'est pour ça que je vous montrais un petit peu l'anatomie où il se trouvait. Donc, ce qui se passe, donc, c'est qu'on a dans le bassin, on a la vessie, la prostate est plus là, on a l'urètre, on a le rectum derrière. Donc, les effets secondaires d'irradier le cancer, mais aussi les organes autour, sont reliés à l'anatomie. Ce qu'on peut retrouver, des cystites radiques, donc une inflammation de la vessie qui crée souvent des saignements. On peut avoir une vessie aussi qui va se contracter plus fréquemment parce que les bonnes cellules du muscle vont mourir et ça va faire un peu comme une cicatrice, si vous voulez. La vessie ne sera plus comme une belle ballonne qui se gonfle et qui se vide. Donc, ça peut donner des symptômes urinaires. Ça peut donner de la diarrhée, donner aussi des saignements au niveau du rectum. Et c'est principalement des effets, je dirais, sur les organes autour que ça peut donner comme effet. Dans la plupart des cas, ces effets secondaires-là sont de niveau faible à modéré, mais il y a quand même de 5 à 7 des patients, donc un patient sur 20, où là, vraiment, les effets peuvent être plus sévères, nécessiter hospitalisation et donc vraiment là, nuire à la qualité de vie de ces patients-là. Donc, c'est toujours cette espèce de contrebalance-là de l'effet thérapeutique qui nous fait un peu décider si on en donne, parce que, je dirais, ce que vous avez derrière la tête, c'est dire, bon, ben qu'est-ce que je risque?
Hein? Même si j'ai 5 de chance de répondre et je peux être guéri, je la veux, ce 5 %-là. Mais qu'est-ce que je risque d'un autre côté? Bien, c'est ce que je viens de décrire, dans le fond. C'est les patients qui vont avoir des effets plus importants, là, les saignements au niveau du rectum, au niveau de la vessie. Ou les symptômes très invalidants au niveau des symptômes urinaires très invalidants. Là, c'est les principaux effets secondaires, oui. Au niveau de la vessie, là, c'est de l'incontinence? Ça peut être, non, c'est une vessie qui devient le plus souvent, c'est hyperactive. Là. En fait, il y a plusieurs effets sur la vessie. Là. Ça peut causer, oui, de l'incontinence un petit peu en faisant que la cicatrice au niveau de l'anastomose devient un petit peu plus comme un tube de tuyau de plomb, donc on ferme moins bien. Bon, ça, c'est une chose. C'est pas si fréquent que ça de ce côté-là. Par contre, ce qu'on va voir plus souvent, c'est de l'irritabilité. Donc, une vessie, là, aller plus souvent à la toilette pour faire des mictions répétées et des fois une diminution de la capacité de la vessie. Donc, la vessie, c'est comme une balloune qui se gonfle et qui se vide. Et en irradiant, bien, si on fait mourir les cellules de la vessie, bien, à un moment donné, cette cicatrice-là n'a pas cette expansion-là. Donc, en ayant une petite capacité, bien, on peut être obligé d'aller plus fréquemment à la toilette. Là. Et donc, c'est plus de l'hyperactivité, je dirais, que de l'incontinence qu'on observe. Merci beaucoup. Très bien. Docteur Pouliot, on a une question concernant le radium 223. En fait, on en a deux. La première, c'est est-ce que je peux faire des exercices, exemple, marche en montagne, est-ce que j'ai des risques plus grands de fracture? Le risque de fracture, en fait, est moins grand, là, mais en étant traité que pas traité. Par contre, c'est vraiment le statut de la maladie elle-même là, qui justifie l'utilisation du radium, qui va établir le risque fracturaire. Quelqu'un qui a des écrasements par les métastases au niveau des vertèbres, des grosses métastases dans les os longs comme le fémur, qui porte tout notre poids, bien, c'est sûr qu'il y a des risques de fracture, non pas secondaires au radium, mais bien à la maladie elle-même. Donc, le radium, non, on n'augmente pas par lui-même le risque de fracture, mais c'est plutôt la maladie derrière le radium qui est peut-être un petit peu un plus grand risque. Mais je dirais que c'est assez exceptionnel là, qu'on va dire à un patient de faire attention, de faire de l'exercice. Il faut juste y aller avec parcimonie et bon jugement. En fait, on a parlé des complications osseuses en toute fin de séminaire. Et quelque chose qui est important à faire, c'est justement de rester actif pour stimuler la synthèse osseuse, avoir le moins d'ostéoporose possible lorsqu'on a un cancer traité par hormonothérapie. Donc non, à l'inverse, je vous encourage à continuer à faire de l'exercice, mais vraiment avec un bon jugement. Ce n'est pas le temps d'essayer de battre des records parce que, évidemment, oui, il y a certains endroits de vos os qui sont peut-être affaiblis là, sans connaître votre dossier au complet. D'accord. La deuxième question, c'est lorsqu'on regarde le schéma et qu'on voit le positionnement du radium, est-ce qu'il y a d'autres options après? Bien, en fait... Est-ce qu'il est utilisé en dernier recours, finalement? Il est souvent utilisé en dernier recours, mais il y a vraiment une volonté de plus en plus de l'utiliser plus tôt dans la maladie parce que, effectivement, les indications, c'est un patient qui a de la douleur. Donc, évidemment, il y a une maladie relativement avancée. Il y a ensuite de ça une maladie osseuse et qui est après la chimiothérapie ou non éligible à la chimiothérapie. Donc, souvent, ça portait le radium très tard dans l'arsenal thérapeutique. Mais maintenant, on essaie justement de l'incorporer un petit peu plus tôt dans toute cette succession de thérapies-là. Mais encore là, on se frappe un petit peu aussi comme médecin avec des conditions de remboursement. Hein. Les molécules, ça coûte très cher, tout ça, là, le radium, la biratérone, le Xtandi. Donc, nos gouvernements ne nous donnent pas, comme médecin, je dirais, la possibilité de l'utiliser là où on le veut. Ça prend des critères très stricts et les critères du radium sont, comme je le mentionne, plutôt en stade avancé. Et donc, on peut le ramener un petit peu plus tôt dans la maladie, mais encore là, il y a une limite où on ne peut pas le faire pour des raisons de remboursement et aussi de design des études parce qu'il faut respecter
les mêmes conditions qui étaient utilisées dans les études qui ont montré que ça augmentait la survie. Bonsoir. J'ai une petite question. J'ai des croyances, moi, peut-être à tort ou à raison, que sur certains cancers ou la majorité des cancers, on dit souvent, après 5 ans, tu es tiré d'affaire. Tant que tu as du PSA, tu n'es jamais tiré d'affaire, dans le fond. Je veux dire, ton PSA, peux-tu se remettre à monter après ces 5 ans-là, ou si c'est des fausses croyances que j'ai, là? Bien, les probabilités, normalement, que ça récidive tardivement sont de plus en plus faibles. Donc, les cancers les plus virulents, là, donc ceux qui sont métastatiques, souvent au moment de la thérapie primaire, radiothérapie ou chirurgie, vont revenir dans les 3 premières années. C'est souvent là que ça revient. Donc, après 5 ans, il y a encore un risque, que ça revienne tardivement, mais on diminue les probabilités. Aussi, parle, mettons, après une chirurgie, puis après la radiothérapie de sauvetage. Oui. Bon, Bien, c'est ça. Ça dépend toujours de la modalité thérapeutique. Comme je l'ai mentionné, puis j'ai peut-être pas assez axé là-dessus quand j'ai présenté la diapositive, mais après une radiothérapie, vraiment, il reste du tissu prostatique. Donc, l'APS ne sera pas nécessairement 0. OK? Ouais. Donc, la présence d'un APS stable, détectable après une radiothérapie, plus de 5 ans après une radiothérapie, c'est donc synonyme d'une maladie non évolutive, donc contrôlée, et on peut parler donc d'une potentielle guérison. Après une chirurgie, normalement, l'APS est 0. Ça, c'est définitif que si on a 0, après 5 ans, les chances de récidive sont très faibles. On continue de le suivre, comme on mentionnait, jusqu'à 10 ans, mais c'est extrêmement faible que les chances que ça revienne. Si après une chirurgie, on a une APS détectable, mais stable encore là, il n'y a rien pour s'inquiéter. Il y a un des messages importants ici aussi qui est important, les fameuses études qui ont montré que ça prenait jusqu'à 9 ans avant l'apparition de métastases. Ça peut être cette fameuse période-là dont on parle. On a de l'APS détectable très basse qui s'élève tranquillement. Donc, s'il y a une élévation, on ne peut pas parler évidemment de guérison, hein, même s'il est très bas. Si l'APS est très stable et à des niveaux en bas de 0.2, c'est probablement du tissu bénin, là. Alors, le compteur repart toujours après le dernier traitement, dans le fond? Oui, en fait. Oui. OK, oui. D'accord. Oui. Merci. Merci, docteur. Docteur Pouliot, je suis sous hormonothérapie. Je reçois des injections en 3 mois, puis on dirait que à partir de la 2e puis la 3e, c'est comme s'il y avait un effet cumulatif en termes d'effets secondaires. C'est comme si j'étais capable de gérer les effets secondaires à la première injection. On dirait qu'ils sont pires à la 2e, puis pires à la 3e. Est-ce qu'il y a un effet cumulatif lorsqu'on reçoit des injections d'hormonothérapie aux 3 mois qui pourrait donner des effets secondaires plus graves? Bien, ça dépend de quels effets secondaires dont on va parler. Les effets secondaires au niveau des bouffées de chaleur, de la fatigue et tout ça, j'ai pas la notion qu'il y a un effet vraiment cumulatif de ce côté-là, et j'ai pas la mémoire d'un patient qui m'aurait rapporté cette espèce d'effet cumulatif-là. Par contre, la faiblesse, le fait qu'on ait de l'atrophie musculaire, que nos muscles s'atrophient, évidemment, plus longtemps on est sous hormonothérapie, notre force musculaire va diminuer de manière progressive, et oui, là, il va y avoir un effet plus cumulatif, la prise de poids aussi. C'est un autre facteur. Donc, pour prévenir ça, j'en reviens au même conseil que j'ai donné précédemment, être actif. Hein? On ne gagnera pas de masse musculaire sur hormonothérapie. Ça serait un petit peu utopique de penser ça, mais il faut garder notre acquis. Donc, la meilleure façon, c'est de rester le plus actif possible, puis de prévenir la fatigue de cette manière-là et la perte et la faiblesse associée aussi. Oui, bonjour. Nous, j'ai marqué encore 3 points qui peut-être sont d'un intérêt général, enfin pour les hommes autour de moi, que j'ai pu poser aussi ou que j'ai déjà posé à mon docteur, mais j'aimerais avoir votre opinion personnelle, OK? Les 3 choses qui sont en diminution lipido. C'est ça? Lipido? Oui. C'est ça. Numéro 2, c'est diminution lipido peut dysfonction érectile, hein? OK. Et la 3e, c'est Viagra.
OK. Oui Mais ou dans non? quel contexte ces questions-là Ben, sont dans le posées? contexte, je veux dire, le libido, est-ce que ça revient avec le temps ou est-ce qu'on peut dire on met un X là-dessus, on oublie ça là? Ou est-ce que Vous ça parlez donc revient? d'un patient qui est sous hormonothérapie. Là. C'est donc Comme- l'effet de l'hormonothérapie sur la libido, la fonction érectile et est-ce que le Viagra peut aider à tout ça? C'est un peu ça, Oui. votre question. Oui. Donc, finalement, oui, pour ce qui est de la libido, de la fonction érectile, si elle était normale à des niveaux avant de commencer et ça allait bien, bien évidemment, si on arrête l'hormonothérapie, il va y avoir une récupération progressive de ce côté-là, qui est en fait potentialisée par la récupération de la testostérone. Maintenant, votre troisième sous-question, je dirais, qui est l'utilisation de molécules type Cialis, Viagra et ces molécules-là pour augmenter la fonction érectile. Normalement, ces molécules-là n'auront pas d'effet sur la libido. Ça va avoir uniquement un effet sur la fonction érectile. Donc, je dirais si la libido revient, bien évidemment, et que la fonction érectile revient, mais insatisfaisante, bien, on peut ajouter des molécules qui vont augmenter les érections comme le sildenafil, le Viagra et le Cialis. Est-ce que ça répond à votre question? Une réponse courte, c'est que oui, ça va récupérer si on arrête l'hormonothérapie. Peut-être plus clair, est-ce que le Viagra peut aider? Est-ce que c'est bon, mauvais? Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Est-ce qu'il y a d'autres médicaments de ce sort-là qui seront mieux pour... Il n'y a pas de médicament qui est mieux qu'un autre. Il y a différentes formules, différentes durées d'effet entre les médicaments qui vont améliorer l'érection. Encore là, chez quelqu'un de castré, le fait d'être castré diminue grandement la fonction érectile. Donc là, c'est sûr qu'il y a une grosse prise contre le patient. Mais comme je l'ai dit, la base, c'est la libido quand même. La première, il faut que le patient ait envie. S'il y a une libido, ensuite de ça, c'est qu'il y a une fonction érectile. Et s'il y a une fonction érectile insatisfaisante, c'est là qu'on ajoute les différentes molécules. Et il n'y a pas le Viagra en est une. Il y en a d'autres, comme je vous mentionne, comme le Cialis. Il y a des agents aussi qu'on peut injecter dans le pénis ou qu'on peut mettre dans l'urètre. Et donc, discutez-en avec votre urologue ou quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est en face de cette problématique-là, on peut discuter des différentes options. Il y en a plus qu'une, oui. Okay. Et Prostate Canada, Toronto, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Est-ce que ça peut être utile pour communiquer avec eux s'il y en a un problème? Ou est-ce que tout à fait. Moi, je pense qu'il y a deux grands organismes auxquels je réfère systématiquement à mes patients. C'est évidemment Procure, avec toute l'information qu'on y retrouve et toute la proactivité, la proximité avec les patients au Québec que Procure donne, et Prostate Cancer Canada, qui est une autre ressource intéressante. Donc, si des fois, il y a une compréhension qui n'est pas complète, vous pouvez aller sur le site de Prostate Cancer Canada et avoir juste une autre version des mêmes données. Ça peut aider. Oui, tout à fait. Oui. Suite à une chirurgie radicale, je me suis fait dire que l'effet de la biopsie peut être une des causes d'une récidive. Dans le sens où, à partir du moment où il y a un prélèvement, la biopsie, qu'il pourrait, au sortir des injections, des aiguilles qui prélèvent, il pourrait y avoir des cellules qui soient sorties de la prostate et qui s'implantent ailleurs et qui sont la cause d'une récidive. Oui. Non, ce n'est pas un concept qui est accepté, là, cette notion-là de biopsie comme facteur causal de la dissémination du cancer de la prostate. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que oui, après des biopsies ou même un patient qui a un cancer localisé, on peut trouver des cellules de cancer de la prostate qui circulent dans le sang librement, avec biopsie ou sang. Et la biopsie, peut-être qu'il y a des études qui ont montré que ça l'augmentait peut-être ces cellules-là, mais le cancer, quand on parle du Gleason, est intrinsèquement lui-même au potentiel de s'implanter ou pas. Donc, ce n'est pas la biopsie qui va changer ça en aucune façon. Donc, ce n'est pas un concept. Je ne dis pas que c'est impossible parce qu'il n'y a pas d'études qui ont vraiment été faites de manière sérieuse, mais ce n'est pas un concept qui est retenu présentement dans la littérature. Oui, docteur. Moi, j'ai eu des problèmes d'hypertrophie de la prostate. J'ai pris du Proscar pendant une dizaine d'années, jusqu'à temps que je subisse une résection de la prostate. Et
quand j'ai mon cancer, de toute façon, le Proscar ne semble pas qu'il m'a empêché d'avoir un cancer. Mais lorsque j'ai mon cancer, j'ai rencontré un radio-oncologue parce qu'on me donne le choix entre la chirurgie ou la radiothérapie. Et mon radio-oncologue m'a dit que je n'étais pas un sujet à la radiothérapie parce que j'avais une résection de la prostate. C'est quoi le lien entre les deux? Bien, ça dépend toujours du type de radiothérapie qu'on veut donner. Là, il y a de la radiothérapie externe, ça, je pense que vous seriez quand même éligible à ça, mais aussi la radiothérapie par brachythérapie, elle est posée des petits implants dans la prostate, et ça, vraiment, on ne recommande pas d'en donner aux patients, normalement, qui ont eu des résections transurétrales de la prostate. Donc, c'est des facteurs techniques qui font que le succès ou pas d'une forme de radiothérapie ou d'une autre est moins grand. Et moi, je ne suis pas radio-oncologue, donc je ne peux pas commenter plus que ça parce que je ne les fais pas, ces techniques-là. Mais il y a des facteurs, comme par exemple quelqu'un qui a une très grosse prostate et beaucoup de symptômes urinaires ou qui a une rétention urinaire, on peut l'aggraver par la radiothérapie. Donc, on va plus recommander la chirurgie dans ce cas-là pour régler à la fois le problème d'obstruction et le problème de cancer. Donc, il y a des subtilités comme ça où on a besoin de se parler entre spécialistes qui offront des modalités thérapeutiques complémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Dr. Pouliot. On va clore la conférence. Merci bien. Je suis vraiment contente. On a pris plus que 30 minutes pour la période de questions. Puis je pense que c'était une bonne décision. Il n'y a pas vraiment de questions en suspens en ce moment. Elles ont toutes été sensiblement posées. Alors, Dr. Pouliot, j'ai reçu des commentaires le temps que vous répondiez aux questions, comme quoi vos réponses étaient claires, que les explications étaient claires. Il y en a même qui ont dit que ils n'avaient jamais vraiment eu cette discussion-là avec leur médecin. Alors, vous avez répondu à beaucoup de préoccupations. Je pense que la conférence en est une là, qui est extrêmement appréciée et qui va être visionnée. Comme vous le savez, toutes nos conférences sont téléchargées sur notre chaîne YouTube. Et à ce moment-là, à partir du moment qu'un patient reçoit un diagnostic ou peu importe, il peut aller sur notre chaîne et à ce moment-là voir les sujets qui sont là. Et c'est sûr qu'ils sont référés par nos infirmières également. Là. Ceci étant dit, et avant de quitter la salle, ou peut-être même en quittant la salle, mais avant de quitter l'édifice, on apprécierait beaucoup que vous répondiez à notre sondage. À ce moment-là, on sait qu'on répond à vos questions. Si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas, indiquez-le. Nous, c'est notre façon vraiment de réorienter le contenu de nos conférences. C'est par le biais de votre rétroaction. Alors, si vous pouvez prendre deux petites minutes, là, ce serait vraiment apprécié. Si vous avez l'opportunité, évidemment, de porter le nœud papillon durant le mois de novembre, tout particulièrement le 19 novembre, à ce moment-là, n'hésitez pas, il est absolument magnifique. Puis il est disponible sur notre site. Puis comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, les sous ramassés vont sensiblement en majorité à notre cause. Ceci étant dit, j'aimerais vous remercier encore une fois pour cette superbe soirée. Merci à tous nos participants en ligne, on l'apprécie énormément. La conférence va être disponible d'ici une semaine sur notre chaîne YouTube. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous. Puis nos infirmières vont être en mesure de répondre à vos questions. Encore une fois, merci infiniment, Dr. Pouliot. C'était très, très bien. Merci beaucoup.